Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette première vidéo estivale, puisque celle du mois de juin était sortie un petit peu avant l'arrivée de l'été. Alors l'arrivée de l'été, c'est sur le calendrier en tout cas, parce que dans la météo on l'attend encore, hein. C'est vraiment très violent de vivre au mois de novembre, mi-juillet. L'avantage quand même, c'est que vous avez beaucoup de bonnes lectures pour faire passer ces horribles jours de pluie, en tout cas en ce qui concerne la région parisienne, parce que j'espère que le reste de la France va un petit peu mieux que nous de ce côté-là, puisque le 7 juillet dernier sont sortis deux titres, et quels titres. Le premier dont on va parler tout de suite, c'est Tortue Ninja tome 14, et le second c'est évidemment l'excellent, l'incroyable We Only Find Them When They're Dead. Tortue Ninja tome 14, le procès de Krang. Avant toute chose, c'est donc un tome de Tortue Ninja, le 14e, vous le savez, avec toujours ces magnifiques pages de garde, cette fabrication extrêmement soignée, tout ça. C'est surtout un tome un peu plus épais que d'habitude, au même prix quand même, ça nous fait plaisir, c'est pour nous, parce qu'il y a notamment un gros chapitre en plus dans sa construction. C'est un tome qui est un petit peu double, puisqu'on va suivre plusieurs choses. On va suivre le procès de Krang, comme son nom l'indique, mais également le panthéon des pires vilains de l'univers des TMNT au début du tome, avec la réunion chez le Baron Crapaud, du Roi des Rats, de Kitsune, du Baron Crapaud lui-même évidemment, et de plein d'autres gens qui veulent du mal à nos 4 tortues, pendant qu'elles font un petit peu un break avec tous leurs soucis au sol à New York, avec notamment la gestion du clan foot, etc., par Maître Splinter, vous le savez, ça fait un moment qu'on y est maintenant, en allant juger Krang et les Utroms dans la dimension X, ce qui fait l'objet d'ailleurs d'une mini-série one-shot qui s'appelle TMNT Dimension X, qu'on n'a pas prévu de publier pour le moment, que vous pouvez lire du coup en VO pour le complément. Alors pour moi, très sincèrement, ça n'empêche pas du tout la compréhension de l'histoire, c'est juste un peu plus elliptique, forcément, puisqu'il y a une partie qui se déroule ailleurs, mais l'intérêt, le vrai, notamment vis-à-vis de la trilogie de Krang, alors la trilogie en tout cas de cette espèce d'histoire au long cours avec Krang qui vient s'immiscer entre des arcs avec Shredder, le clan foot, etc. Est quasiment résolu là-dedans. La partie de son procès est absolument géniale, donc on va être plutôt vers la toute fin du titre, mais il y a des trucs assez fous dans la manière qu'a le procès de se tenir, notamment l'apparition de Laserhead et tout qui est très intéressante, où vraiment la série ne prend pas les gens pour des idiots et essaie vraiment de prouver, de mettre en scène un procès de super vilain, donc ce qui est quelque chose d'assez rare mine de rien et ce qui est super enrichissant. C'est quand même à la fois aussi un tome un peu de pause par rapport à la grande histoire face à Shredder et au clan foot, hein, vous vous en doutez bien, mais c'est un tome que je trouve quali, justement parce qu'il assume ses différences. Il n'est pas crédité là-haut, mais il y a quelques pages quand même, il y a du Matteo Santoluco, et sinon on va être sur la team un petit peu filler, c'est-à-dire donc Kevin Eastman et Tom Valls au scénario comme d'habitude, et Dave Wachter et Corey Smith au niveau du dessin. Vraiment un tome assez unique dans les aventures des tortues. Je me souviens quand je l'avais lu en VO, j'étais un peu genre what ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? Etc. Et finalement, quand on sait ce qui se passe derrière, il a une vraie place, puisque notamment dans le procès, il y a beaucoup de choses qui vont s'inscrire dans le petit logiciel interne de nos chères tortues, qui vont se souvenir de choses qu'elles ont entendues plus tard. Et vraiment, c'est un tome assez précieux. J'aime aussi beaucoup le côté Panthéon au début, avec cette réunion de vilains complètement improbable, parce que comme c'est les tortues, les vilains, ils sont quand même super chelou quoi, quand on sort de Shredder et de son côté hyper viril de méga ninja et tout. Voilà, c'est un Baron Crapaud, une ninjette qui se transforme en renard, et le Roi des Rats, comme son nom l'indique, a une tête de rat avec une affreuse calvitie quoi. Et malgré ça, il y a un truc très intéressant dans le côté un peu cabale de vilain et tout ça. Et vraiment, je trouvais que c'était un tome très cool, alors qui est un tome de transition. Vous verrez dès le tome 15, on va repartir un petit peu vers le très concret. Mais voilà, il était là, et ça permet de boucler un petit peu l'histoire de Krang, donc ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je rappelle qu'on avait commencé avec notre tome 1 chez iComics, donc celui qui est juste après le tome 0 des 4 tomes sortis chez Soleil à l'époque, où c'était la guerre de Krang. Et donc en fait, ce qu'on va juger aujourd'hui, c'est la guerre de Krang. Donc il y a aussi un petit peu un renvoi et un truc un peu cyclique dans les apparitions de Krang dans les tortues. Donc voilà, c'est Tortue tome 14, ça coûte 15,90 €, c'est dispo absolument partout. Merci à tous pour le soutien sur les tortues. Et on fait vraiment tout ce qu'on peut sur les micro-séries. D'ailleurs, je vais faire le petit aparté maintenant, comme ça sera fait vu qu'on parle des tortues. Je pensais vraiment qu'on pourrait les sortir cette année. On a réussi à échapper à la souscription, donc un modèle très lourd à gérer pour tout le monde et tout, qui fait que beaucoup de lecteurs passent à côté, donc derrière après c'est introuvable et il y a beaucoup de spéculation et tout. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça sortira comme un tome classique, donc pour vous comme n'importe quel tome, chez votre libraire ou en précommande. La mauvaise, c'est que ça risque d'être début 2022. Le prochain temps fort sur les tortues, ce sera évidemment la sortie
des classiques, enfin du Classics tome 3 au mois d'octobre, avec la ressortie des Classics tome 1 et 2 qui sont épuisés jusqu'à maintenant, qu'on réimprime exprès. Les tomes 1, 2, 3, 4 viennent d'être réimprimés aussi, donc sont de retour dans le commerce, avec le dos du tome 4 qui est corrigé pour les plus forcenés d'entre vous. Mais voilà, il y aura plein de belles choses du coup sur les Tortues l'année prochaine. J'espère que ça coïncidera avec le retour des salons et le retour d'un invité qu'on aurait aimé faire venir sans ce foutu Covid l'année dernière, notamment parce que l'année prochaine c'est l'année de The Last Ronin, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais il y a évidemment des choses à faire autour. Et voilà, j'aimerais qu'on puisse faire tous ces petits rêves que sont les micro-séries notamment, et voir dans un deuxième temps TMNT Universe. Donc voilà, ça va avoir un peu de retard, je m'en excuse, c'est vraiment pas de notre ressort, c'est comme ça. J'aimerais bien qu'on puisse faire du coup les 2 tomes de micro-séries l'année prochaine, mais j'arrête de vous faire des promesses du genre, parce que du coup si on peut pas les tenir derrière, c'est un peu relou, et c'est relou pour tout le monde, pour moi le premier. Donc voilà, en tout cas ça arrive, soyez certains que ça arrivera, un peu comme le TMNT Classics qui avait été décalé d'1 an à l'époque, il a fini par arriver et tout le monde était très content. On est un peu dans le même genre de schéma là, parce que c'est des bouquins qu'on n'est pas sûr de bien vendre du tout, même on est sûr de pas trop bien les vendre. Donc on cherche le meilleur outillage niveau diffusion-distribution pour ne pas perdre trop d'argent dessus, évidemment, et que c'est quand même ça la priorité pour une maison d'édition, et pas juste sortir tous les bouquins qui doivent sortir pour les hardcore fans que je représente auprès de mes collègues aussi au quotidien. Voilà, ça c'était pour TMNT tome 14, on va passer tout de suite à We Only Find Them When They're Dead. We Only Find Them When They're Dead, tome 1, au-delà de cette très très belle couverture de Dan Mora choisie pour le marché français. C'est le premier tome d'une série qui en comptera 3, en tout cas pour son premier arc, scénarisé par Al Ewing, scénariste Marvel que vous connaissez sûrement, notamment pour Loki, Hulk et d'autres choses, et surtout dessiné par Simone Di Meo, génie italien qu'on a déjà publié sur Power Rangers Cross Tortue Ninja, enfin dans l'autre sens, Tortue Ninja Cross Power Rangers, pardon, et qui est devenu un ami, et qui est un des très très grands talents de l'industrie américaine aujourd'hui, qui bosse pour Marvel et DC, vous le savez, sur Harley Quinn, sur d'autres choses. Alors je sais pas ce qui est annoncé déjà, donc je vais me taire tout de suite. Et qui est vraiment un des très très grands talents de sa génération, et qui ici nous livre une histoire de science-fiction, à l'instar de Invisible Republic et Invisible Kingdom. Donc déjà cette fois, il n'y a pas d'invisible, quoique les dieux le sont, donc on pourrait aussi appeler ça Invisible Dead Gods, mais surtout dans une SF qui est très très différente, beaucoup plus enlevée que les 2 autres récits de science-fiction qu'on a pu publier pour l'instant chez iComics. Plus elliptique aussi, puisque c'est un récit qui est plus mainstream, plus grand public, mais qui a aussi une narration qui lui est vraiment propre, et en gros qui nous raconte l'histoire en 2367, aux confins de l'univers, d'une humanité qui a épuisé toutes ses ressources, donc contexte un peu écologique catastrophiste et collapso, quoi, et dont les seules ressources qui subsistent restent à miner sur les corps des dieux morts. C'est-à-dire qu'il y a des équipes entières de vaisseaux qui sont là pour faire l'autopsie et la nécropsie de ces dieux morts, et récupérer des matières sur eux, donc ça va être dans leurs yeux, dans leurs reins, sur la peau, etc. Et ces matières-là sont revendues derrière et permettent à l'humanité de subsister, ou en tout cas ce qu'il en reste. Ça c'est pour le grand contexte global de We Only Find Them When They're Dead. Après, on va surtout suivre l'histoire en fait d'un chef d'équipage qui s'appelle Malik, qui est juste ici, qui est un peu une version beau gosse et italienne d'Albator, quoi. Les Italiens sont très fans d'Albator, donc je pense qu'il y a une vraie filiation dans ce que je vous dis là. Qui lui en fait va avoir un but qui est de rencontrer des dieux vivants. Ça lui vient d'un flashback par lequel s'ouvre l'histoire avec sa mère à l'époque, et on va faire que découvrir en fait la psyché de ce personnage et de son équipage derrière, face à toutes les menaces qui vont s'offrir à lui, notamment une ex-collaboratrice, on va dire ça comme ça, qui lui en veut beaucoup, et qui va le pourchasser un peu aux confins des confins de la galaxie, et donc resserrer l'histoire vraiment sur quelque chose de très personnel autour de la personne de Malik. Le personnage de Malik, il est stratégique à bien des enjeux, puisque aujourd'hui, vous le savez, avec iComics, on aime bien les histoires qui sont engagées, mais qui n'en font pas forcément un cheval de bataille, et qui vont dire ah, regardez, on est plus engagé que les autres et machin, on est plus woke, on est plus social justice warrior et tout ça. Et c'est ce que j'aime dans We Only Find Them When They're Dead, c'est que tout est là, parce que c'est là en fait, parce que ça fait partie des personnages. C'est jamais montré comme
comme un espèce de truc de regarder comme on fait, comme on est différent et tout ça. Notamment dans le chapitre 2, il y a une histoire qui concerne les relations amoureuses de Malik, qui m'avait vraiment retourné à l'époque, parce que j'avais dit mais c'est fait avec un tel naturel qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, où aujourd'hui il y a beaucoup de posing autour de ce genre de thématiques. Et là c'est pas le cas. En plus de ça, bon, c'est un peu la coutume quand je vous présente des bouquins et comics, je les ouvre, bah voilà. Il y a beaucoup de double pages qui cassent la tête dans We Only Find Them When They're Dead, donc Jean-Victor va me faire le plaisir de vous les mettre en bonne qualité, que ce ne soit pas ruiné par mon mauvais feuilletage. Mais voilà, c'est absolument, encore une autre, hein, c'est absolument magnifique. Je vous conseille d'aller voir le trailer qu'on avait localisé en français et qui déjà vendait très très bien cet univers. C'est bourré de design super balèze. Bah là vous en voyez un sur le vaisseau qui d'ailleurs, il me semble, ah non c'est pas celui-ci qu'on avait retenu au final, parce qu'il y a le vaisseau sur le dos juste là, et ça a failli être celui-là. Mais c'est vraiment beau, il y a une palette de couleurs incroyable. Ce que j'aime avec Simonet, c'est que ça a beau être un artiste numérique, il a un vrai sens du dessin, parce qu'il vient du traditionnel, et donc il a un vrai sens de la silhouette, il a un vrai sens de la ligne claire et tout. Mais on passe vraiment par des couleurs et des palettes de couleurs très très différentes et très complémentaires. Et voilà, c'est un titre assez exigeant à la lecture, je ne vais pas vous mentir, notamment au niveau du rythme et des ellipses et tout ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment, quand vous le lisez, parce que c'est important, très beau lettrage de Martin de Black Studio et magnifique trad de Nadège pour la traduction tout court, pardon. Ce que je vous conseille donc, c'est de bien lire ces espèces de didascalie là. Nous sommes en 2323, c'est ça, oui. Le Vihan, qui est donc le premier Vihan, est un vaisseau nécropsique comptant 4 membres d'équipage. En fait, ces informations-là sont très importantes pour vous situer dans la timeline et vraiment dans le temps et l'espace de l'histoire. Donc, je sais que souvent, on a tendance un petit peu à les sauter et à sauter vers les bulles. Là, c'est pas le cas. Si vous faites ça, vous allez sûrement être perdu. J'ai pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, mais du coup, c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, je comprends un peu mieux où on se situe et tout ça. » Et c'est effectivement un petit peu obligatoire, là vous le voyez, le Pavonis Freedom était un vaisseau nécropsique comptant 4 membres d'équipage, etc. C'est important pour se situer, et ça a été fait pour se situer, donc voilà. Nous on a fait plein d'efforts au niveau du lettrage, notamment du lettrage des interfaces dans les vaisseaux et tout, pour que tout soit localisable et compréhensible par quelqu'un qui ne comprendrait pas l'anglais du tout. Vous le voyez là par exemple avec la purge des moteurs, 62-72%, etc. C'est parce que c'est un bouquin qui demande de tout lire et de prendre un peu son temps. Voilà. C'est pas du tout, on n'est pas du tout sur un truc intello, c'est beaucoup plus accessible je pense qu'Invisible Kingdom. Mais à la fois pour les gens qui s'attendent que à un truc genre Gardien de la Galaxie avec des dieux façon Jack Kirby, bah quand même, on va revenir sur quelque chose de plus profond et qui a plus de choses à raconter et tout, et qui les raconte avec des ellipses, donc ça rend la lecture un peu plus exigeante. Vous verrez le deuxième arc, parce que du coup, le numéro 7 vient de sortir en VO, et j'ai la chance que Simonet me les envoie en direct, et à mon sens un peu plus hollywoodien, un peu comme Invisible Kingdom d'ailleurs, c'est rigolo cette espèce de filiation, comme si... je pense que les auteurs en fait n'ont pas voulu trop prendre par la main au départ, histoire de dire non mais en fait si on vous prend trop par la main au départ et qu'après on vous lâche, vous allez penser que la série est bâclée, alors que si dès le départ on vous donne cette espèce d'enjeu, de compréhension et tout, et que derrière nous on va plus s'éclater avec vous, avec une narration un peu plus linéaire et tout, et ben vous n'aurez pas cette impression-là, et vous aurez l'impression que vous avez acquis les codes pour bien comprendre tout le codex et bien décoder toutes les timelines et les ellipses et les différents enjeux et tout ça. Donc voilà, We Only Find Them When They're Dead, ça va peut-être gagner un Eisner Award ce week-end, puisque à l'heure où on tourne cette vidéo, les Eisner ne sont pas encore passés, puisque la San Diego Comic Con virtuelle n'est pas encore passée. Mais c'est nommé à 3 reprises pour le meilleur lettrage, donc on a repris vraiment à merveille avec Martin ici. Pour le meilleur cover artiste avec Simone Di Meo et sa fabuleuse couverture que je vous ai présentée le mois dernier, et je vous en parle ça aussi juste après. Et aussi en tant que meilleure nouvelle série, donc c'est quand même pas rien, c'est un titre qu'on a gagné l'année dernière avec Invisible Kingdom, et on avait meilleure série régulière avec Bitterroot qui est de nouveau nommé cette année. Donc envoyez-nous de la force pour qu'on gagne des Eisner. Les Eisner c'est pas une raison de vivre, hein. C'est juste que ça aide à ce que ton bouquin soit moins une plantade, parce qu'en ce moment le marché du comic, surtout sur les indés, est assez aride, on va le dire comme ça. Donc j'espère vraiment que ce bouquin, je demande pas un succès, je demande juste pas une plantade quoi. Et pour le coup, c'est pas parce qu'il a un Eisner que ça va forcément lui garantir un succès derrière. Mais en tout cas, nous, ça nous ferait vraiment très plaisir. Et pour ce qui est du Best Cover Artist de Simonet, le mois dernier, je vous ai montré du coup la couverture qui aurait dû être faite avec Canal BD au départ, et ça n'a pas pu se faire pour des raisons qui ne
sont pas forcément dépendantes de notre volonté une fois de plus. Cette couverture, vous êtes nombreux à nous avoir dit mais faites-la sur Ulule et tout ça. Le problème c'est que si on le fait sur Ulule, les libraires en sont un petit peu coupés et le but c'est quand même de faire les choses avec les libraires. Donc j'étais rassuré quand un autre libraire nous a contacté en disant oui, nous on peut la faire et on peut faire une édition spéciale et tout ça. L'ambition de notre côté c'est une édition un peu agrandie, voire en noir et blanc, parce que pour le coup le dessin de Simonet en noir et blanc est complètement dingue. Je vous parlais des couleurs tout à l'heure, mais en noir et blanc il y a aussi un vrai truc, un peu comme Mad Max Fury Road quoi. En couleur c'est incroyable, en noir et blanc c'est incroyable aussi, mais différemment. Et malheureusement cette autre enseigne n'est pas allé au bout de la négociation, parce que c'est évidemment une négociation qui a entre elle et le service commercial, donc ça ne se fera pas avec eux non plus. Donc c'est bien dommage. Moi en tant qu'éditeur, du coup ça a tendance un petit peu à me défriser de voir deux fois le projet lancé avec deux... alors là c'était pas une chaîne de librairie, mais en tout cas deux partenaires et ne pas pouvoir se faire. Donc aujourd'hui je ne sais pas comment on va le faire. Tout dépendra de comment le tome 1 se comporte sur le marché. Si le tome 1 est une réussite, mais on n'en prend pas trop la direction vu les First Weekly pour l'instant. J'ai pas de chiffre exact, mais je sais en dessous de combien il se trouve, et donc c'est pas un succès. Mais si d'aventure ça marche bien, sûrement qu'au moment de la sortie du tome 2 à l'hiver, mais du coup je crois que c'est en mars 2022, on ferait une édition noir et blanc, agrandie, avec la couverture de Simonet, en crowdfunding, avec des packs libraires. C'est dommage parce que du coup Simonet et Dyke, dont on va reparler juste après, viennent en tournée dans l'est de la France et en Belgique, à Liège, Bruxelles, Clermont, Dijon, Metz et Paris, entre la fin août et début septembre, et j'aurais rêvé qu'on puisse avoir cette édition collector à ce moment-là. Malheureusement c'est pas faisable. C'est vers ça qu'on tendait avec le second partenaire, mais malheureusement c'est pas faisable. J'ai plus les noms de tous les libraires, mais en tout cas ce sera sûrement chez Momi dans la plupart des villes dans l'Est et en Belgique, et chez Album Comics, qui est aussi Momi d'ailleurs depuis peu, à Paris, ça c'est une certitude pour Album. On vous ramène 2 giga tueurs, 2 Italiens et 2 giga tueurs en dessin, et franchement ça va être une séance de dédicace à ne pas rater. En plus les deux aujourd'hui travaillent chez Marvel et DC, alors je vous demanderai juste de ne pas ramener vos bouquins Marvel et DC, alors si vous voulez le faire faites-le, mais voilà, ils sont en tournée pour We Only Find Them et Bleed and Dry, donc l'idéal c'est quand même de dédicacer surtout ces bouquins-là. Après, on n'est pas du genre à interdire les dédicaces quand c'est des bouquins qui viennent d'ailleurs, parce que je trouve ça un petit peu débile et ça embête tout le monde, auteurs et éditeurs et libraires compris. C'est juste que c'est mieux si c'est We Only Find Them et Bleed and Dry pour des raisons évidentes, puisque c'est nous qui les ramenons. Mais du coup, voilà, cette édition collector de We Only Find Them When They're Dead, c'est un énorme casse-tête pour moi, un peu comme Dog Day sur Lock & Key, un peu comme l'Astronin gratuit, un peu comme les micro-séries et tout ça. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, j'en ai un peu gros sur la patate sur ces projets spéciaux entre guillemets. J'espère sincèrement qu'on pourra le faire, sinon ce sera Ulule l'année prochaine en cas de succès. Et si il n'y a pas de succès et il n'y a pas non plus de libraire qui va au bout de sa démarche, il n'y aura peut-être pas de couverture spéciale de Simone Di Meo, et puis c'est tout. Vous l'avez vu, alors on la fera peut-être en print. C'est moi qui refusais l'idée de la jaquette, parce que du coup quand on n'arrivait pas avec le deuxième partenaire sur les quantités, on a proposé de faire une jaquette qui viendrait par-dessus, mais moi je déteste ça, la jaquette c'est le manga, c'est pas le comics. Faire une jaquette qui vient par-dessus cette couve, ouais, je trouve que c'est tiède en fait comme solution, donc même si ça permet d'imprimer le truc, voilà, ça me paraît pas être une solution viable, donc là c'est de ma faute. Alors après si vous me dites que la jaquette c'est une super idée, dites-le moi dans les commentaires et tout, parce que vraiment quand je dis Ulule, c'est parce que vous avez été très très nombreux à dire Ulule dans les commentaires le mois dernier. Après Ulule, vous savez, quand on est une maison d'édition qui peut s'en passer et tout, normalement on fait pas de Ulule quoi, donc il y a aussi tout ce truc un peu politique et de ça qui se joue, mais c'est vrai qu'on s'entend bien avec Ulule, donc c'est une vraie possibilité. À voir, voilà. En attendant, We Only Find Them When They're Dead tome 1 est sorti. Si vous êtes du genre à vous dire j'attends la collector pour le lire, du coup n'attendez plus, parce que en vrai ça fait du mal au bouquin tout court, donc ça fait du mal à la possibilité même qu'il puisse y avoir une collector, et ça c'est concret, parce qu'on est vraiment quasiment à la vente près sur du comics indé chez iComics. Et voilà, peut-être que cette édition ne verra jamais le jour, donc ça fait trop mal, parce que Simonet a tout donné sur la couverture wraparound, on s'est vraiment fait plaisir là-dessus, on pensait vraiment pas que ça capoterait au dernier moment la première fois et encore moins la deuxième. Donc c'est embêtant et c'est tout. Voilà. Je peux vous dire que je suis beaucoup plus frustré que vous de tout ça. Donc voilà, je vais passer à autre chose parce que sinon je vais commencer à avoir des noms d'oiseaux et ce serait cool pour personne. D'autant que personne n'est réellement fautif en fait. C'est juste que
le marché du comics indé cette année, il est vraiment mauvais. Et qu'à un moment, je sais que les autres éditeurs veulent pas qu'on tire trop la sonnette d'alarme parce qu'il y a une omerta sur les chiffres et les ventes et tout. Autant le manga, ça va méga bien pour tout le monde, autant le comics et le comics indé, ça va méga mal pour tout le monde. Donc, et même quand on a des trucs comme Invisible Kingdom qui sont sélection à Angoulême, qui gagnent des Eisner, Bitterroot pareil et tout, ça va pas quoi. Donc We Only Find Them, c'est pas parti non plus sur des bases de champions cosmiques. Donc voilà, il faut soutenir, il faut que ce qu'on a réussi à faire tous ensemble sur The Savage Shores l'année prochaine puisse se réitérer, et j'espère que ce sera sur We Only Find Them. Et si c'est pas sur We Only Find Them, ce sera peut-être sur notre seule et unique sortie du mois d'août, que je ne peux pas vous présenter encore car elle part à l'impression littéralement aujourd'hui, mais ce que je peux vous présenter, c'est ça. Ça vient juste d'arriver littéralement 10 minutes avant qu'on tourne la vidéo. C'est les tests de dorure pour Bleed Them Dry, qui sortira donc sur le même créneau que The Savage Shores l'année dernière, qui vient lui aussi de The Vault et qui lui aussi parle de vampires. Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle on a là aussi fait une dorure, parce qu'on n'avait pas fait de dorure depuis The Savage Shores l'année dernière, en partie, mais pas seulement. En fait, on a fait cette dorure parce qu'avec une dorure bleue métallique, sur cet univers qui se passe du coup en 3333, qui va mélanger ninja, vampire et dystopie, avoir un bleu très indus et très métallique, ça me paraissait raccord avec ce croissant de lune, avec notre héroïne qui est juste là, ici avec notre ninja vampire, donc à des teintes de bleu et tout ça. Et ça permettait de ramener vraiment le côté un peu armure futuriste et tout qu'on peut avoir là-dedans. Bleed Them Dry, c'est un one-shot dessiné par Dai Kruan, qui est le grand pote de Simone dans la vie, qui est italien lui aussi, qui est lui aussi une rockstar de Marvel et tout aujourd'hui, qui est la réincarnation d'Olivier Coipel, même si, comme dirait Ashito, même s'il n'est pas encore mort, et Dieu merci, Olivier n'est pas encore mort d'ailleurs, et s'il regarde cette vidéo, je l'embrasse très fort, qui est un dessinateur vraiment d'exception, qui livrait sa première œuvre avec Bleed Them Dry, sorti l'année dernière aux États-Unis, et qui est un chef-d'œuvre qui ressemble à pas grand-chose de ce qu'on a fait chez iComics, puisqu'on est vraiment dans un truc... si, à la rigueur, ça ressemble un peu à du The Few et à une Invisible Republic, mais ensemble, avec le côté film d'action que peut avoir un Steve Skroce et tout, c'est très très ambitieux dans l'action. Et c'est pour le coup là aussi, un peu comme We Only Find Them, assez mainstream, plus clair à la lecture que We Only Find Them, moins elliptique, mais tout aussi engagé et profond dans son discours. Moi je trouve que notamment Koizumi va beaucoup piocher chez Mamoru Oshii et dans les grands auteurs dystopiques des années 90 au Japon. Et c'est vraiment très riche, c'est très fort, c'est un coup de poing qui se lit en une heure et demie à peine, mais qui est vraiment un film hollywoodien quoi, qu'on se prend droit dans la tête, un peu comme The Savage Shores, et qui est fait par un dessinateur qui est une révélation. Donc voilà, pour moi, The Savage Shores, Bleed Them Dry et We Only Find Them incarnent vraiment quelque chose de particulier chez iComics, une espèce de collection dans la collection, dans laquelle je mettrais bien The Few quand même s'il est graphiquement beaucoup plus âpre. Mais là où Shanghai Red et The Plot vont être dans autre chose, on va avoir aussi cette petite collection d'indés un peu mainstream, un peu film hollywoodien qui se crée doucement. Et c'est un vrai petit bijou, donc je vous le représenterai évidemment dans la vidéo du mois d'août. Et puis, vu que les auteurs sont là début septembre, et que début septembre, peut-être qu'il se pourrait qu'on lance l'émission mensuelle iComics sur Twitch, il est possible qu'ils viennent vous faire un petit coucou et vous parler de leurs bouquins eux-mêmes. Donc je ne vais pas en parler plus que ça, parce qu'on pourra vraiment diguer dans leur process et comment ils ont abordé leur travail et tout dessus. Mais voilà, je suis très fier de réaccueillir Simone au dessin chez iComics et Dike de la même façon, et de ramener les deux en France et dans l'Est, du coup, Clermont, Dijon, Metz et Paris pour la France, et Liège et Bruxelles pour la Belgique, parce que ça va être un très beau moment de tournée, que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tournée. La dernière, c'était Simone pour Power Rangers et Tortue Ninja. On a prouvé que ça pouvait bien se passer, masque, vaccin, passe sanitaire ou pas, ou tout ça. Donc j'espère que ce sera encore le cas, et que vous serez vraiment nombreux au rendez-vous, parce que voilà, je sais aussi qu'on est très peu à faire des tournées en ce moment, parce qu'il y a une espèce de psychose et tout ça. Personne n'a chopé le Covid l'année dernière, donc personne ne chopera le Covid cette année, et ça va être un vrai beau moment qui va animer des librairies comme on aime, avec deux auteurs italiens adorables et tout, donc voilà. Et en plus, vous aurez une bête de dorure sur Bleed Them Dry, donc ça tombe très bien. Elle sera coupée un petit peu plus haut là et un petit peu haut là, parce que ça c'était pour les tests qu'on avait besoin. Mais voilà, ce titre, là il y aura une petite ombre à mon avis sous les crédits des auteurs, parce que c'est pas encore très très lisible, pas tout à fait. Je la bouge un petit peu pour que vous voyez à la caméra. Mais voilà, ça va être un très beau moment d'édition, à l'instar de Savage Shores dont personne n'avait entendu parler ou presque l'année dernière. La Bleed Them Dry arrive pour convaincre tout le monde, et j'espère que
que vous lui ferez de la place chez vous et que si vous êtes libraire, vous lui faites de la place sur les étals et que vous saurez défendre les bons comics indés qui méritent d'être défendus parce que voilà, cette culture est quand même en train de crever à petit feu. Alors tout ça c'est cyclique et ça va sûrement repartir à un moment donné. Et la perte de Walking Dead pèse 2 points sur les parts de marché, donc c'est logique qu'on ait perdu beaucoup de parts de marché avec le comics. Mais il est vrai qu'il y a un désintérêt du comics indé qui est clair, il y a une disparition des lecteurs, comme dirait mon cher ami Nicolas de 404 Comics, et que le côté un peu leftovers des disparus fait flipper pour le futur. Donc voilà, nous dans le futur, là, 2022, on a un programme d'indé qui est hyper ambitieux. J'espère que c'est pas pour envoyer des trucs à l'échafaud comme ça a malheureusement trop été le cas cette année avec Shanghai Red et The Plot. Notamment, bref, sur ces paroles qui sont quand même vachement déprimantes ce mois-ci sur les comics pour parler de super bouquins en plus, donc c'est un peu dommage. Je vous dis au mois prochain, on parlera de Bleed Them Dry et de Bleed Them Dry seulement. Peut-être un petit peu aussi de l'omnibus Lock and Key qu'on vient tout juste de boucler et qui va partir à l'impression juste là. Confirmation aussi que vous aurez bien le tome 7, alors qui ne s'appellera plus le tome 7, c'est la dernière fois que je l'appelle comme ça, il s'appelle Lock and Key, l'âge d'or, qui sortira bien au mois de novembre. On est en train de travailler dessus au taquet là en ce moment. Et puis on va commencer gentiment à vous annoncer le planning 2022 aussi, parce qu'il y a des très très belles choses qui arrivent l'année prochaine. Et il y a des auteurs qu'on va vraiment développer et des auteurs qui vont venir en France cette année, notamment du côté de Lille au mois de décembre. Surveillez les Geek Days, on passera une tête dans ce coin-là a priori. Et voilà, je vous embrasse très fort. Il y aura aussi des tournées dans l'Ouest. Bordeaux, Angers, Rennes, on vous oublie pas, c'est pas moi qui ai décidé les dates de la tournée de Bleed Them Dry et Simonet, alors m'insultez pas s'il vous plaît, et n'insultez pas non plus mes chers collègues qui ont fait un travail formidable. Il y aura une tournée plutôt british qui sera vers l'ouest cette fois, et du coup il y aura toutes ces villes qu'on n'a pas pu faire encore, et Avignon, Aix-en-Provence aussi, voilà, je l'ai dit, Angers, Rennes, Bordeaux, tous les gens qu'on rêve de venir voir depuis le départ, c'est juste qu'avec les conditions sanitaires actuelles, c'est vrai que c'est mieux de viser une moitié de la France d'un coup et une autre moitié de l'autre. Bref, on reparle de ça tout bientôt. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonnes lectures, plein de beau temps, lisez les comics, prenez soin de vous surtout, croisez les doigts pour les Eisner Awards, ce serait vraiment très très chouette qu'on puisse en repartir avec au moins le titre de meilleure nouvelle série, puisque c'est vrai que Wendy a été un vrai raz-de-marée, un petit phénomène aux US. Et puis voilà, prenez soin de vous, bonne lecture, ciao tout le monde, à bientôt.